Il faut savoir que nous allons au présidentiel pour acquérir une énergie et, si vous voulez, un souvenir mental qui nous permettra de nous positionner et de conquérir tous les élections éco-régionales. Parce que le pouvoir est comme ça, il ne faut pas oublier. Nous avons toujours un niveau de pouvoir. Donc ce qu'on ne peut pas avoir au présidentiel, on peut aussi nous rattraper après. Nous devons être prêts à tout ça. Le professeur Baye Bek, lors de son passage sur l'émission Rendez-vous 2025 de Canal 2, a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses très intéressantes, mais en même temps aussi, il a dit des choses qui ont attiré mon attention. Et vous venez voir le début de la vidéo et vous avez compris déjà quelque chose. Et c'est vraiment dommage parce que beaucoup de gens regardent les émissions de télé, que ce soit des débats politiques et autres. Au-delà des paroles que les gens prononcent, ils ne comprennent pas le fond de la pensée des gens. Il faut éviter parfois d'écouter les mots, mais il faut comprendre l'intention qui est au fond de la tête de la personne. Parce qu'il y a des propos qu'on ne peut pas tenir si profondément, on n'a pas certaines intentions derrière la tête. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec le professeur Baye Bek. On a pu comprendre clairement, ou alors la suite de la vidéo, elle est très longue. J'ai ressorti les endroits où lui-même, il fait comprendre qu'il ne veut pas gagner l'élection. Et c'est vraiment dommage parce que le professeur Baye Bek est d'abord un intellectuel et personnellement, je ne connais pas pour les autres, hein, il est un intellectuel et pour moi, c'est quelqu'un de juste. J'écoute ses émissions tout le temps. Il y a une émission, une fois où on a interviewé une de ses filles qui disait que voilà, papa est toujours comme ça et que vraiment, il préfère dire la vérité et il est toujours juste et droit. Ça lui a valu parfois des promotions, bien certains avantages qu'il a perdus pour ça, mais il est resté la personne qu'il est. Et beaucoup de Camerounais, du moins ceux qui l'aiment pour ça. Également, il y a beaucoup de personnes qu'on a interviewées dans la rue qui disaient que pour être président de la République, il ne faut pas être un bavard, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas être impulsif, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de leur retourner la question. Pensez-vous que pour être au poste, au rang où il est, l'un des meilleurs médecins africains, l'un des meilleurs chirurgiens africains, mondial même, pensez-vous que quand il est dans la posture du professionnel, qu'il soit bavard? Moi, je crois que non. On ne peut pas être bavard, on ne peut pas être impulsif et tout, et arriver où il est arrivé. Il y a beaucoup de médecins au Cameroun, beaucoup d'intellectuels qui ne pourraient pas arriver au niveau où il est arrivé. Et même le ministre de la Santé, que d'ailleurs il clash tout le temps, il sait pourquoi il le fait, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas son rang. Il n'a vraiment pas son rang sur le plan de la santé d'abord et sur le plan intellectuel ensuite. Donc c'est un monsieur qui, pour moi, devait aller à cette élection 2025 pour gagner. Mais je me pose la question de savoir depuis pourquoi ces propos personnels nous disent que 2025, c'est pas ça qu'il veut, mais c'est les échéances d'après, les sénatoriales, les municipales, les législatives, les régionales. Ça sont ses propos propres à lui. Pourquoi c'est ce qu'il vise alors qu'il est présidentiable? Est-ce qu'au fond de lui, il est vraiment convaincu qu'il peut gérer le pays? Parce qu'il a des doutes. Moi, je préfère d'autres candidats qui le disent au moins, même si on sait que c'était pion et tout, mais il fallait au moins qu'il aille avec force, qu'il soit farouche dans cette élection pour avoir un certain pourcentage crédible pour pouvoir gagner les autres. Mais si clairement il le dit déjà, les autres hommes politiques ont déjà clairement compris sa position. Clairement, parce que les autres hommes politiques comprennent au-delà de ce que la bouche peut dire. Ils ont parfaitement compris. Mais c'est la population, parfois le peuple, qui parfois ne comprend rien du tout. Certaines personnes comprennent, mais pas tout le monde. Donc, je vais vous laisser le soin d'écouter la vidéo entière. Elle n'est pas très longue parce que j'ai récupéré uniquement les extraits. L'émission faisait plus de 2h30. Je vous laisse écouter cet extrait-là et on revient maintenant avec des questions dans les commentaires, etc. Je vous invite également à partager massivement la vidéo pour que beaucoup d'autres personnes comprennent exactement
quels sont les enjeux de cette élection 2025, quel est le véritable projet du professeur Jean Baïbek. Jean Baïbek, vous avez écouté les Camerounais qui ont été castés par nos partenaires, les associations qui nous accompagnent, parce que c'est une rencontre entre vous et la société civile, et notamment les jeunes. Quelle première impression pourrait-elle se dégager de vous, disons-le ainsi, après avoir écouté pendant 5 minutes ces Camerounais donner une opinion sur eux? Ce que j'aimerais dire après ça, merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire après ça, c'est qu'il faudrait d'abord, premièrement, que tout le monde comprenne l'enjeu. L'enjeu de la présidentielle n'est pas seulement la présidentielle. Après la présidentielle, on va dire en octobre, c'est-à-dire que 4 mois après, en février, on sera devant les élections de proximité, c'est-à-dire les législatives, et l'Assemblée est un pouvoir qui décide. Il y aura les communales et les maires et les conseillers municipaux décident, ils ont un certain pouvoir. Et il y aura les régionales, les régions décident aussi, et il y aura les sénatoriales. Il faut savoir que nous allons au présidentiel pour acquérir une énergie et, si vous voulez, un souvenir mental qui nous permettra de nous positionner et de conquérir tous les élections éco-régionales. Parce que le pouvoir est comme ça, il ne faut pas oublier. Nous avons toujours un niveau de pouvoir. Donc ce qu'on ne peut pas avoir au présidentiel, on peut aussi nous rattraper après. Nous devons être prêts à tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire après ça? Ce que je voudrais, c'est que les gens sachent que les présidentielles préparent les élections de proximité. C'est un tremplin pour certains candidats. C'est un tremplin. Tout le monde ne va pas à la présidentielle pour devenir président de la République. Au moins une préparation dans le pire des cas. C'est-à-dire personne n'est perdant. Soit on devient président, soit on ne devient pas président, mais alors il y a le challenge pour les élections qui suivent. Et il faut tout préparer maintenant. Le président, par exemple, le parti au pouvoir, ce qu'on a vu, certains présidents font comme ça. Une fois lui est élu, il peut faire ça peut, et les CAM et toute la machine électorale peut lui être favorable pour une raison, même s'il ne demande pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les nomme et qui les révoque quand il veut. Parce qu'ils se le savent. Ils risquent souvent de se comporter, ils sont suspects. On appelle ça le conflit d'intérêts, que tu veuilles ou pas. Dès que tu es dépendant de celui de quelqu'un qui est candidat, tu es supposé, tu es suspect de faire des faveurs pour lui. Pour les élections locaux-régionales, l'effet n'est pas le même. Aucun membre de l'ECAM, aucun membre de la Cour constitutionnelle n'est ni nommé ni révocable par aucun député, aucun sénateur et aucun futur président de l'Assemblée. Il ne peut pas. À ce titre, on peut espérer que le minimum, c'est que les élections de proximité soient plus objectives. C'est pourquoi je voudrais ici appeler tous les compatriotes à s'intéresser aux présidentielles parce qu'elles nous permettent de préparer les élections plus objectives dans les conditions de nos institutions aujourd'hui. Et agir directement sur les conditions de vie des citoyens camerounais. Si vous gagnez les élections parlementaires, vous dirigez le gouvernement. Et du coup, vous pouvez changer 80% des choses dans ce pays malgré le président. Si ce n'est pas son parti. Et on a raté le coach en 92. Voilà ça qui arrive encore. Il ne faut plus rater le coach. Ce rater le coach était une traîtrise. Ce qui me permet de répondre aux 2 questions que j'ai retenues. Il y a quelqu'un qui a demandé si j'ai été élu. Oui, l'unique fois où je me suis présenté aux élections dans ce pays, eh bien j'ai été élu sur 2 listes. J'ai dirigé la liste de communale qui a gagné. Je n'ai pas été maire parce que je devais choisir entre être maire et habiter ma tombe pour venir enseigner chaque matin. À l'époque, j'étais l'unique professeur d'orthopédie de toute l'Afrique centrale réunie. Est-ce qu'il fallait lâcher ces chirurgiens? Et c'est plus important de former les chirurgiens où?
de venir diriger la mairie de Matom. Mais vous le saviez en sollicitant le suffrage des Camerounais. Mais si je n'étais pas première liste, elle ne passait pas. Même si les listes des députés. Vous avez servi de tremplin. Mais c'est mon nom qui fait passer ça. La liste. Et puis vous avez été élu une deuxième fois? J'étais la même élection, j'étais sur deux listes. J'ai été élu sur les deux listes. J'ai été élu député suppléant de Pierre Sendé, mon mentor. Et à son âme médecin, comme vous. Et puis, dans le municipal, pour ceux qui voulaient savoir si j'ai été élu, ça répond à une question fondamentale, sa question est bonne. C'est la question du parcours politique, parmi les 5 parcours qu'on doit présenter, pour dire la qualité de ma candidature. On évacue le parcours politique. Bien sûr, le parcours politique, je suis un membre de l'UPC. J'ai co-dirigé la section de Matom. J'ai eu des comités de base dans ma plantation. Ce n'est pas les gens qui parlent. J'ai fait des comités de base dans ma plantation, dans ma palmeraie. J'ai dirigé la section de Matom et j'ai été élu la même année conseiller municipal. Mais je n'ai pas voulu être maire parce que c'était un mauvais choix. Je ne pouvais pas larguer la formation des chirurgiens orthopédistes. Je ne pouvais pas. Et j'ai été élu député suppléant. Ça, c'est pour le la législature de 2007. Non, ça, c'est les élections de 2014. 2013. 2013, ouais. 2013, ouais. 2013 exactement. Voilà. Après que le ministre de l'administration territoriale à l'époque, René Sadji, ait fait une sorte de répartition pour les investitures dans l'UPC. Alors, je vous invite, Jean Baïbek, à accueillir le jury citoyen. Vous savez, le cœur de cette émission, c'est la rencontre avec les citoyens lambda. C'est dans un instant, dans quelques secondes, c'est 15 secondes notamment, nous allons accueillir le premier membre du jury citoyen. Et ce sera dans nos gradins. Et c'est après cette respiration. Le premier membre du jury citoyen ce soir, c'est Clinton qui est avec nous. Il est d'expression anglaise. Je voudrais indiquer que Clinton est représentatif of the Africa, Caribbean, Pacific in Cameroun dans les questions de sécurité dans le nord-ouest et sud-ouest, de Grand Nord. Avec lui, on a préparé 2 ou 3 préoccupations qu'il va adresser directement au candidat déclaré. Bonsoir, Clinton. Yeah. Welcome, sir. Yeah, thank you very you have much. The floor, please. Yeah, thank you very much. Hello? Go on. Yeah, please. so I would thank you. Good evening, Your Excellency. And some of the questions which I will pose to you. First of all, we know that politics is something for our self-interest and not for the people. And there was something I expected from you, which you were to present to the public, which our languages. It is not everybody who listen, who pay attention to the French language. There are people around the world who are watching, which are expecting that at least while presenting your program for the presidential candidate, you were to speak in the other language so that they know that they are part of this particular presidential campaign. Now, secondly, we talk of, I have some of my questions, which is about insecurity, which is happening both in the northwest and southwest and also in the north, and people are dying every day. So what would be the solution? What would be the strategy that you are going to put in place when you are elected the president of the Republic of Cameroon? And secondly, what is your roadmap when you are elected the president of Cameroon? We know there is a lot of poverty and unemployment within youth in Cameroon. What is the strategy you are going to use to solve this particular issue and also to solve corruption? How are you going to eliminate corruption in state institutions? And languages is something which is very, very important. We have to live as one, but we have to make sure that let the people know that they are living as one. And lastly, how then will you be able to defeat, what is the strategy that you put in place to defeat our Excellency Paul Biya? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Nous proposons au candidat de répondre tout de suite.
J'ai vu qu'il a pris les notes, beaucoup de notes sur cette question. Vous choisirez la langue qui vous convient le plus, qui vous permet d'exprimer le fond de votre pensée pour répondre à cette question. Je vais essayer de bricoler l'anglais. Mon anglais n'est pas terrible, Clinton. Mais je n'ai pas trop honte de ça. Ça, c'est le Cameroun. Mais sur mes enfants, la majorité de mes enfants are English speaking. Much of them, I think 90% of my children are English speaking. I think we respect English language. We believe on the primordiality of English language, even with Francophone. The difference is that some are, what is hypocrite? Because this is their behavior. And when they have a bad child, they will take the child to Sacred Heart. The best children of Francophones are Sacred Heart children. That was the past before the war. D'accord? Tout le monde a amené ses enfants à Babenda. Les brillants. Chez les francophones eux-mêmes, tous ont des enfants anglophones. Mais ils ont la lourdeur du néocolonialisme. Pour dire la vérité. Nous tous, on connaît la supériorité de l'anglais. On connaît l'utilité de l'anglais. On est pour l'anglais. Et c'est pour des raisons objectives. C'est l'anglais qu'on parle aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Inde. On ne peut pas être un professeur, un type scientifique sérieux en France si on ne parle pas dans ces pays-là. Même les Français, pour atteindre un niveau, c'est d'abord l'anglais. Et donc, pour nous, si c'est ça ta question, eh bien, on n'hésitera pas à faire, on ne va pas continuer l'hypocrisie. L'anglais va devenir la première langue officielle de la fonction publique. Et le français est une option. Il faut avoir le courage d'assumer notre pays. Mais en même temps, on va construire notre langue nationale. D'accord? Il faut construire la langue nationale camerounaise. Parce que contrairement à ce que la plupart du temps, quoi? La fabriquer in vitro, professeur Jean Baïbek, on fabrique une langue in vitro. Oui, je vais vous expliquer. Où on prend une langue nationale. Je vais t'expliquer, Rodrigue. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre, selon que le complément d'objet direct est placé avant ou après le participe, est une construction de laboratoire. Et ce laboratoire s'appelle en France l'Académie française. dont les têtes de proue ont été dès le début des gens comme Vogela. Et les Camerounais, les linguistes camerounais, ont déjà construit l'alphabet camerounais. Il a 26 lettres. On peut construire une langue camerounaise sur la base de notre projet. Sur la base de toutes les langues camerounaises qui ont déjà traduit la Bible ou le Coran. C'est l'élément objectif. Par exemple, le Douala. Voilà, le Douala, le Boulou, le Bassa, elles sont même enseignées à l'école normale. Sur la base de celle-là, on construit la langue camerounaise. Avec une académie camerounaise, nous, on va le faire. Ils restent ensemble, ils construisent la langue. Comme on a construit la langue française. D'accord? Les seuls noms qui prennent en terminer par OU, qui ont X au pluriel, c'est naturel. Il y a genou, chouchou, quoi? Attendez. C'est construire le laboratoire, monsieur. Il faut construire le laboratoire et construire la langue camerounaise que l'on va emmener dans les États-Unis d'Afrique pour construire une langue africaine, laquelle sera construite avec le Wolof, le Haoussa, le Swahili, le Zulu, le Bas-Congo. C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun d'abord pour construire l'Afrique, parce qu'il faut savoir où on va. C'est ça qu'on dit aux Zambabos, vous ne pouvez pas reculer. On va vers l'Afrique. La confédération, pour moi, ça doit être une confédération. Vous ne pouvez pas séparer maintenant. Et ça me permet d'aller aux questions suivantes. Aux questions suivantes rapidement. L'insécurité. Nous, on propose. La première chose, c'est libérer sous caution ou de façon encadrée les leaders sécessionnistes. Qu'est-ce que ça coûte à l'État? De les libérer, de les loger dans les villas à Bastos, de faire les enquêtes et de commencer les discussions. Ce qui décourage le président pour ça. Moi, nous, on leur répond, mais ça fait 7 ans. Pourquoi vous n'avez pas gagné? Pourquoi après 5 ans, on enlève le maire
Demain, on fait, on égorge. Vous avez dit au président que vous avez gagné, mais vous n'avez pas gagné. Vous avez échoué. Et nous, on pense que pour réussir, il faut parler avec les leaders sécessionnistes pour distinguer les vrais rebelles sécessionnistes qui ont un objectif politique et parler avec eux. Et maintenant, les bandits du sécessionnisme. Parce qu'il faut savoir ça. Si un État a les gendarmeries, les commissariats, mais les bandits se développent, les braqueurs, pourquoi vous croyez que quand les sécessionnistes sont en bruit, les bandits ne se développent pas? Donc il faut distinguer les vrais rebelles et discuter avec eux et des faux rebelles qui sont les profiteurs de la rébellion. Et ils profitent de la rébellion pour faire du banditisme. Et la troisième question? L'emploi. Comme 80% des Camerounais sont dans le secteur informel, il faut, pour développer papa, en urgence, il faut les suivre là-bas. Leur dire la vérité. La vérité, c'est que leur souffrance dépend pour une partie du pays. Mais pour une grande partie, ça dépend d'eux-mêmes. Si tu es motoman et que tu as 3 000 francs par jour, ton problème c'est que des 3 000 francs que tu gagnes par jour, tu t'arrêtes et tu bousilles 2 000 francs au bar. Donc, change d'abord toi-même. Et l'État va changer. Qu'est-ce que l'État va faire? Nous, on pense qu'une banque comme la banque des PME va devenir la véritable banque des PME, va avoir au minimum 360 agences. Une agence par commune. Et le but de la banque des PME, c'est suivre les agents du secteur informel, c'est-à-dire les paysannes, les bayamselam, les bensikineurs, tous les emplois informels, pour deux choses, les former, deux ou trois choses, les former, les financer et suivre les financements. Le premier critère, pour qu'on te donne de l'argent à rembourser presque sans intérêt, il faut qu'on voit comment tu as commencé toi-même et comment tu as commencé à épargner. Je vous propose de prolonger cette question dans le grand match tout à l'heure. Nous allons prendre le deuxième membre du jury qui est bien installé dans la tribune. C'est Jean-Patrick Ketcha, qui est coordonnateur au civil, coordonnateur de la dynamique Nous Citoyens, relance économique, cas de PME. C'est le nœud de la discussion que vous vouliez avoir avec Jean Bayebek ce soir. Merci Rodrigue pour la parole. Alors, bonsoir professeur, je suis citoyen et entrepreneur. Le citoyen que je suis est satisfait de ce que vous dites parce que vous parlez de la précarité des jeunes et des Camerounais et c'est un sujet important. L'entrepreneur et accompagnateur de PME que je suis est un peu plus circonspect et trouve un peu d'incohérence dans votre propos, dans votre programme. Sur le sujet de la précarité de la jeunesse et les bas revenus, vous placez dans votre programme en urgence immédiate la capacitation, la formation et l'investissement dans les meilleurs projets. Et l'extrême urgence chez vous, c'est 18 mois. Alors, je ne sais pas dans quel monde, en 18 mois, on forme quelqu'un et il peut sortir de sa précarité immédiatement après. Une PME prend un temps pour se former, se formaliser, évoluer et produire un résultat qui permet à la personne de mieux vivre. Deuxième sujet, vous parlez des infrastructures, mais à aucun moment dans votre projet, vous ne parlez de l'Internet, du digital, qui permet de faire un saut qualitatif et de créer des PME fortes qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée réelle. Et justement, vous dites, les jeunes Camerounais sont dans ces choses-là, mais ces choses de l'informel-là, c'est beaucoup le digital. La Silicon Mountain à Boya s'est développée malgré les blocages parce qu'ils ont utilisé Internet, ils ont pu se sortir d'eux-mêmes des freins qu'ils avaient. La troisième chose, c'est le réseau routier. Vous mettez le réseau routier en troisième, en urgence différée, alors que vous parlez des terroirs camerounais qui sont des bassins de production formidables, où il y a des transformateurs de matière. Et comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir sortir des terroirs leur production, ou bien comment est-ce que les entrepreneurs qui transforment vont pouvoir transformer s'ils n'ont pas leur matière première, ou vont pouvoir distribuer leurs produits s'ils ne peuvent pas trouver de routes sur lesquelles ils vont pouvoir envoyer leur production. Alors, je sais que vous êtes un tenant du socialisme de marché parce que c'est l'histoire de l'UPC, mais même s'il faut il faille que l'État finance tout et prenne en charge le bien-être commun, comment pensez-vous que cela puisse être fait sans un tissu économique des PME renforcé tout de suite? Est-ce que la première urgence ne serait pas de renforcer ces PME-là qui marchent aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, pour qu'elles produisent cette valeur sur laquelle l'État va prélever l'impôt pour pouvoir, même en suivant votre programme, si celui-là est retenu,
pouvoir le régler. Ma question, elle est simple. Je n'ai pas senti une affection ou une appétence particulière pour la PME. Et aujourd'hui, le jeune patron de PME que je suis, et les autres patrons de PME, qu'ils soient gros ou petits, auraient un peu peur de votre programme parce qu'on n'y voit pas de place dedans claire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement qu'est-ce que vous avez pour la PME en dehors du timing que vous avez donné qui n'éclaircit pas la chose? Merci. Merci Jean-Patrick Ketia pour cette question. Jean Baïbek, vous réagissez à ces observations et pour vous apporter des réponses aux questions qui ont été posées. Je dois d'abord féliciter Ketia. Il doit être acclamé donc. Moi, je dois d'abord le féliciter. Parce que Ketia pose un problème fondamental, le problème de la PME. Et parce qu'on sait que l'un des pays les plus puissants du monde, l'Allemagne, ne tient la première place en Europe et l'une des premières places dans le monde que grâce aux PME. Et que Ketia s'intéresse particulièrement à la PME qui s'indigne de n'avoir pas, eh bien, pour moi, je le félicite. Mais il n'a pas bien lu. Parce que le problème fondamental des PME au Cameroun, parce que nous les connaissons tous, nous tous on connaît les fournisseurs de ceci, les fournisseurs de cela, c'est que leur client central, l'État, ne paye pas la dette intérieure. Il ne les paye pas. Il fait des années pour payer leurs factures. Le temps de payer les factures a fait plusieurs mois, parfois années, la moitié des PME ont disparu. L'État ne paye pas les femmes qui livrent les rideaux, les gens qui livrent les feuilles, les gens qui construisent les écoles. C'est ça le problème fondamental. Et donc, nous, on va résoudre le problème des PME comment? Que tu écoutes bien. On va organiser un État qui, pour résoudre le problème, sous-traite sa dette intérieure sur les banques liquides. Comme l'État ne peut pas payer en moyenne, on va dire 1 an, et que d'un autre côté, la PME, quand elle atteint 1 an, elle tombe, eh bien, une banque prend ça, l'État valide juste la facture. Et elle a 15 jours pour valider ou rejeter. Une fois la facture validée, l'État dépose la facture dans une banque liquide. C'est par exemple ça qu'on peut demander aux grands que papa sauve le pays. Prends la dette là. Et lui, il paye en 15 jours. Vous parlez du PCA d'Afriland First Bank. Oui. Comment il peut prendre tous les PME? Il paye en 15 jours. Lui, il a la capacité d'attendre 1 an. Parce qu'il a un surface financière. Maintenant, on peut reprendre ça aux autres Africains. On dit à EcoBank. On dit à Afriland. Mais est-ce que ce n'est pas le patriotisme économique suggéré par ceux qui sont en place en ce moment? Oui, mais ils n'ont même pas l'idée. Nous, on a l'idée. On dit qu'il y a les banques liquides. Donnez-leur les contreparties. Par exemple, une banque qui fait ça, on lui diminue peut-être la TVA. Par exemple. OK? Les PME vont accepter de perdre 1 ou 2%. Ils payent aussi un peu. La PME paye un peu. L'État paye un peu. Et la banque attend. Parce que Cameroun, on connaît son chiffre d'affaires. Il a 300 milliards qui flottent. On va aussi fact-checker ça tout à l'heure. On va fact-checker. Et donc, voilà, pour nous, c'est ça la solution. Et on ne vend pas cette solution. Il y a des multinationales dans ce pays qu'on a vendues aux étrangers, aux occidentaux. Ils sont venus, ils ont acheté notre grande entreprise. Et ils sont venus avec leur banque. C'est leur banque qui soutient des crédits. Que moi, je suis aussi entrepreneur. Je te parle de ce que je vis. OK? Il y a une grande société dans ce pays qui est parmi les top 5, qui a été achetée par les Anglais, qui ont débouché avec leur banque. Et c'est leur banque qui paye les sous-traitants. Vous parlez du fournisseur de donc, cette solution est possible. Et c'est ça le problème majeur. Ma femme me rappelait hier que non, il n'y a pas que ça. Même les impôts, il faut réduire. Parce que moi, je suis un homme à femme, je travaille avec les femmes. Bon, elle me dit, il faut aussi réduire les impôts, oui. Mais le problème central des PME, sauf si tu me demandes le contraire, est l'énorme dette de son principal client, qui est l'État. Et on dit que comme ce problème se retrouve même dans les sociétés privées, les grandes sociétés privées, ils ont l'appel la lourdeur administrative.
les banquiers payent. Il faut encourager ça. Et une fois qu'on encourage ça, on a donc les PME liquides. Ça me permet d'aller sur... très rapidement, pour... Le réseau routier, ça c'est urgent. Les 4000 km, c'est pour amener vers les communes. On va dire maintenant, l'autoroute nationale va arriver. On va faire l'autoroute Douala-N'Djamena. OK? Avec l'embranchement qui va jusqu'à Cross River pour entrer dans le Nigeria, jusqu'à Mbam pour aller en Guinée équatoriale et au Gabon, jusqu'à Murundu pour aller au Congo, et Kousseri va aller directement au Tchad. C'est ça l'autoroute. On va faire avec quoi? On peut faire l'autoroute là, simplement en prenant l'argent dissimulé. Je vous ai dit à l'entame que le Cameroun annonce 7300 milliards, le Ghana annonce 10 000 milliards, qui est plus petit. La Côte d'Ivoire annonce 1500 milliards, qui est plus petit et plus peuplé. Il y a une dissimulation. On prend dans la dissimulation, mais qu'on partage d'ailleurs, parce que je pense que la dissimulation peut nous donner 5 000 milliards. Et on peut repartir, comme l'autoroute là va prendre 5 ans. On ne peut pas construire